Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 117. J'espère que vous allez bien. Comme OSS. Nous sommes mercredi 1er mai. J'espère que vous avez été manifestés. Lol. Fête du travail. C'est ça, fête du travail. Donc du coup on travaille. Bon, écoutez, il s'est passé quelques trucs dans l'actualité high-tech. Mais c'est pas non plus Byzance. Hein. Faut dire, il y a des trucs intéressants. C'est la semaine prochaine que les choses vont se réveiller. Puisque la semaine prochaine, on aura Google I.O. et Build. Et Build, exactement. Donc voilà, je sais que moi je serai là pour les commenter en tout cas. Et puis on fera un point évidemment sur ce qui aura été dit ou pas pendant ces conférences. Parce qu'on le sait, des fois pendant la Google I.O., il se passe pas grand chose. Oh la vache. Hein, alors d'autres fois, il se passe plein de trucs. Rappelle-toi, l'année dernière, on avait eu droit j'ai oublié le nom d'ailleurs de cette techno, mais le truc de réservation. Le là. robot vocal là, ouais. Ouais. Donc j'ai oublié le nom, Duplex, Google Duplex. Ouais, ça. Et voilà. Ah, c'était terrible. Ouais. Des fois, on s'endort pas, c'est ça. Microsoft Build lundi prochain. Tout à fait, Guillaume. On va commencer. Microsoft Build par contre. Tu crois qu'il y a des trucs? Non, il y a moyen que vraiment ce soit la plus chiante des trois, puisque la WWDC ensuite enchaînera dans les semaines qui suivent. Donc bref. Google I.O., il y aura du produit, il y aura les Pixel 3a et les 3a voilà, XL. mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fuité chez Google? Les montres, il n'y a pas trop de trucs en suite sur les montres. Ouais, mais arrête, les montres, c'est un vœu pieux. Ça Non. fait longtemps que... Non. Tu crois? Ouais, j'y crois. J'y crois encore. Et on va en parler dans une news dans cette émission d'ailleurs. J'y crois encore. Bon, allez, du coup, on commence par une mauvaise nouvelle, histoire de se mettre dedans. Allez. Les revendications, tout ça, machin... Anki, cette magnifique société qui faisait dans les petits robots les jouets, et ben ça y est, c'est fini. Elle est décédée, elle a jeté l'éponge et va licencier l'ensemble de ses employés à partir de aujourd'hui. Voilà, c'est bien les boîtes américaines, tu vois. Du jour au lendemain, c'est allez, ciao. Allez. Alors, c'est 200 salariés qui seront sur la touche. C'est une société qui avait été créée en 2013. Alors, Anki, donc là, vous avez les 3 cofondateurs. Et vous voyez, c'est ces petits robots qui produisaient, alors pas que, mais c'est essentiellement ce produit pour lequel ils ont été connus. Ça, c'est le Cosmo, exactement. C'est ce petit robot-là qui avait un look de visage un peu à la Pixar. Petit robot de Pixar, et qui avait surtout toute une personnalité autour de l'interaction et du jeu, avec des petits blocs que tu pouvais lui faire pousser, bouger, etc. C'était assez mignon. Ils avaient sorti son grand frère, le Vector. Le Vector, qui est ici, quelle belle transition, voilà, qui est le même en un peu mieux, un peu plus intelligent, et puis un peu plus d'API pour pouvoir le développer, puisqu'en fait, le truc qui était intéressant derrière ce petit robot, c'est qu'on pouvait développer plein de choses et programmer des comportements, des réactions, tout ça. Bernadette dedans. Et on pouvait lui faire parler avec Amazon Echo. Exactement. Ça, c'était cool. Et ils avaient aussi, moi, ce que j'avais retenu, c'était les Anki Drive. Les Overdrive. Overdrive. Donc ça, c'est un autre produit qu'ils avaient effectivement, qui était avant le Cosmo. Overdrive. Donc Anki Overdrive, ils avaient voulu réinventer en fait le circuit de voiture que vous aviez, que vos grands-parents même avaient à l'époque, le circuit de voiture électrique. Sauf que là, c'était des voitures qui étaient intelligentes et autonomes et qui en fait n'avaient pas de piste dédiée. C'est elles-mêmes qui calculaient la trajectoire. C'est ça. Et qui du coup circulaient dans un circuit comme ça, voilà. Et t'avais des petits bonus sur les voitures, donc tu pouvais genre tirer des missiles, machin et tout ça avec ton... Exactement. Avec ton téléphone, avec ton smartphone. Voilà, donc là, tu as l'équivalent d'une zone autour de ta voiture qui est en gros une zone d'impact qui va du coup impacter l'autre. Voilà. Ça va la faire ralentir et tout ça. Donc un peu de gamification vidéoludique dans un jeu physique. Du wipeout dans le monde physique. Ça serait pas du Figital par hasard? C'est ça, le fameux Figital qu'on adore. Bref, et ils avaient également toute une panoplie d'applis qui allait avec tout ça évidemment pour les piloter puisque c'était connecté au smartphone. D'ailleurs, le Overdrive avait fait un tabac lors d'une WWDC Apple puisqu'ils avaient dévoilé Overdrive à ce moment-là. Exactement. Donc voilà. Alors la société avait levé 200 millions d'investissement sur des capital risques. Et là, ils essayaient à nouveau Ils essayaient de relever des fonds, voilà, sachant qu'en août dernier, ils avaient assuré avoir vendu à peu près 1,5 million de robots d'une manière globale sur tout le monde depuis le début de l'année 2018. Donc c'est pas rien quand même, c'était assez énorme. Mais c'était pas suffisant pour tenir hors de l'eau. Voilà, alors c'est dommage parce qu'Anki c'était quand même ultra innovant sur tous ces jouets intelligents et ils avaient vraiment, c'était vraiment un jouet qui était, c'était pas juste du simple jouet où tu avais mis un truc intelligent à la réaction qui était vraiment basique pour les gamins. Il y avait des trucs assez travaillés, tu pouvais vraiment faire des choses assez poussées dedans, ça n'a pas suffi. Donc voilà. Donc moi je me pose quand même plusieurs questions. La première c'est qu'est-ce que ça va devenir ces jouets? Est-ce que ça va mourir? Est-ce que les serveurs vont continuer à fonctionner ou pas? Est-ce que ça peut fonctionner sans serveur déjà? Ça c'est la première question. La deuxième question c'est qu'est-ce qui va se passer pour les applis mobiles?
parce que évidemment, est-ce qu'elles vont rester publiées sur le store ou pas? Sans les applis mobiles, tu vas pouvoir pas faire grand-chose avec ces robots-là. Au pire, tu vas pouvoir les trouver sur des sites alternatifs, je pense pour les APK pour les Android Phone. Pour iOS, ça va être plus compliqué. Et donc voilà, c'est dommage, hein. Est-ce que les services étaient hébergés derrière ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir quand même continuer à les utiliser? Et moi, ça me fait penser à tous ces objets connectés comme ça qui tournaient sur des services derrière, ou des applis mobiles qui sont décédés et qui du coup ont perdu complètement leur usage. On en a un dans le décor là-bas, vous voyez, un petit lapin, Nabastag, exactement, lui, pareil, actuellement... Nabastag Tag. Nabastag Tag, en plus, c'était le numéro 2, il est décédé parce que justement, il n'y a plus de serveur qui tourne derrière pour le faire fonctionner. Ça, plus aussi le Wi-Fi qui est mort, mais voilà, c'est plein d'objets comme ça qui sont morts. Il y avait des box domotiques aussi qui avaient fondu les plombs. Il n'y a qu'une seule solution derrière tout ça, c'est de libérer tous les codes sources. Que la société, en fait, libère ces codes sources-là. Pour que... c'était, je crois. Non, c'est pas la Zipabox, celle que j'ai, elle fonctionne encore. C'était la... Merde. La Home quelque chose. Bon, je sais plus. Bon, le temps que tu réfléchis, je continue. Donc oui, il y a une solution radicale qui est de libérer tous les codes sources, autant des applis que des services, pour que des gens puissent proposer des services alternatifs pour les héberger. C'est ce qui se passe un petit peu pour le Nabastag. Il y a des gens qui commencent à recréer des services à côté, voire qui vont recréer du hardware pour pouvoir le faire fonctionner. Voilà, donc, et derrière ça se cache un problème récurrent pour toutes les compagnies qui font du hardware. On en reparle régulièrement, mais là on a une preuve vivante, plutôt morte pour le coup, que le hardware ça suffit pas. Même si on fait du très bon hardware, derrière, si on ne sait pas le valoriser convenablement, créer un business derrière qui est rentable et récurrent, surtout, et pas juste je vends un produit one shot et puis derrière... Et je cherche des investisseurs. Voilà, et bien ça suffit pas. Et je vais comparer ça avec le travail que fait Sphero. Alors Sphero, c'est une autre société qui fait dans la robotique également. Tu sais, c'est ces petites sphères en fait télécommandées sur smartphone. Je crois que tu en as une d'ailleurs. Oui, mais justement aujourd'hui, je me suis dit, si jamais il fait mauvais avec mon fils, on va faire du Sphero avec comment s'appelle l'appli pour apprendre le Swift. Exactement, pour coder. Voilà, j'en ai une aussi, c'est hyper intéressant. Et en fait, eux, ils ont fait le pari inverse, c'est-à-dire quand ils ont commencé à lancer la société, ils ont eu le même problème, donc ils ont levé des fonds évidemment pour investir et puis pour commencer à faire tourner la boîte. Ouais. Et les investisseurs leur ont dit, mais créez-nous un business récurrent derrière ça, c'est-à-dire que ça suffit pas. Et au début, ils étaient en train d'essayer de voir, pour réfléchir à un système d'abonnement. Donc abonne-toi pour pouvoir utiliser. Alors, ça fait mal aux fesses comme se dire abonne-toi à un service pour pouvoir utiliser ton appareil. Donc ils n'ont pas voulu le faire, ils l'ont pas fait, effectivement, heureusement pour eux. Mais derrière, ils ont travaillé ça différemment et ils ont attaqué du coup le marché de l'éducation. Donc ils ont développé en complément de ce petit robot que tu peux télécommander, qui est un jouet télécommandé, hein, grosso modo, nouvelle génération. C'est tout. C'est ni plus ni moins qu'un jouet. Hein. Ils ont développé toute une plateforme d'éducation, donc d'abord avec des applis qui vont t'apprendre à coder, avec des blocs, voilà, avec des outils comme Blockly qui est fourni par Google, un truc très visuel qu'on va retrouver dans c'est Scratch, c'est ça, pour programmer, voilà. Et puis surtout, ils ont attaqué le marché de l'éducation directement au cœur, c'est-à-dire qu'ils ont fourni pour les enseignants et pour les écoles des valises comme ça, un peu comme fait Robot avec le Lego avec les Mindstorm. Ouais. Donc des valises dans lesquelles tu vas retrouver toute une panoplie de Sphero. Donc ça, c'est les versions mais robotiques pour apprendre, pardon, pour l'éducation, transparent dans lesquelles tu vas pouvoir voir les diodes et tout ça. Merci. Ouais. Moi, c'est déjà transparent aussi. Voilà. Ça, c'est une nouvelle génération où tu peux voir en fait l'intérieur pour que du coup tu puisses comprendre. Tu peux piloter les LED et tout. Enfin, voilà. T'as une matrice de LED que tu peux programmer. Du coup, eux, ils ont fait ce pari-là d'attaquer le marché de l'éducation et ils ont actuellement équipé plus de 40 000 écoles aux États-Unis. Ce qui est pas mal du tout, et surtout c'est un marché qui est au final assez récurrent puisque ils renouvellent ce matos-là, parce que c'est du matos qui est régulièrement utilisé par les profs. Déjà ça valorise la robotique à l'école, donc c'est un truc intéressant. Ouais. Et puis c'est du matos en prof de techno, en programmation également. Enfin tu es vraiment transverse sur plein de sujets, de la logique et tout. Et puis c'est un marché récurrent parce que du coup ils utilisent ces matos-là, il y en a qui se cassent, qui marchent plus, etc. Donc ils renouvellent, parce que forcément l'année suivante, si tu vas avoir la même flotte, tu en rachètes. Et puis s'il y a des nouvelles plateformes plus récentes qui vont sortir, ils vont aussi capables de renouveler ça. Ça, plus des certifications, des formations qu'ils peuvent fournir aux professeurs pour du coup savoir éduquer les élèves autour de ces technos-là. Donc ils ont construit notre business model, donc le hardware, ça suffit pas, mais il y a d'autres possibilités pour aller chercher d'autres moyens de faire de l'argent. Avec Swift Playground par exemple, sur les iPads et tout, pour apprendre le Swift. Le truc est parfaitement intégré, t'as l'impression que c'est natif en fait dans le Swift Playground qui est édité par Apple. Hein. Ouais. Le truc fonctionne en Bluetooth Low Energy, enfin franchement c'est assez incroyable quoi. C'est ça. Ça donne envie aux gamins d'acheter pour chez eux, mais c'est exactement ça. J'allais le dire, Ghost Dragon, c'est exactement ultra cher. Franchement ça fait un jouet quand même à 200 et quelques euros, hein. C'est pas. Ouais, mais c'est pas 1000 euros quoi, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ok.
Monsieur, pardon. Ah, ça fait un sacré jeu quand même. Mais ça, entre ça et une console de jeu, voilà, t'es pas mal. Mais bon. La tortue et le logo, la best plateforme pour apprendre à le code. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est une autre époque, ça, mon ami. Exactement. C'est fini, ça. Allez, on enchaîne. On va parler de télécom un petit peu. On va parler de réseau, Internet et de l'ARCEP, c'est ce régulateur des télécoms, qui est en train de lancer une consultation publique. Donc c'est, en gros, je jette une idée avec un plan et puis on va prendre du retour de tout le public, vous et nous. Donc l'idée c'est de... Alors je vous lis directement le titre du truc, c'est « Caractérisation de l'environnement utilisateur dans les mesures de qualité de service d'Internet fixe via la mise en place d'une interface de programmation applicative dans les box, une API. » Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est un système, comme le dit le titre en bas, de reverse speed test, c'est-à-dire que de l'extérieur, ils vont venir pouvoir, enfin ils proposent de venir pouvoir interroger les différentes box domotiques, les différentes box Internet qu'on a chez soi, pour récupérer de la calimétrie sur le réseau que vous avez chez vous. Voilà, donc avec une API, donc ils vont pouvoir interroger, et puis récupérer donc plusieurs choses qui sont d'abord la qualification de votre ligne, quel est le type de ligne, la techno, voilà, du cuivre. Sur le speed test, c'est ce qu'il disait, hein, l'ARCEP dit, nous on a de plus en plus de mal à savoir si on a face à du câble, du VDSL2 par exemple, ou de la fibre sur une offre pas chère, qui est à 100 mégas ou 200 mégas, enfin bref, on a du mal à évaluer la qualité d'une connexion quand on ne sait pas finalement quelle est la véritable nature de la connexion. Exactement. Puis la distance du coup du line, on pourra le calculer par rapport à ça. Il y a plein d'autres facteurs qui vont pouvoir recouper pour caractériser ces lignes-là. Ils ont beaucoup de mal effectivement à récupérer des données actuellement autour du réseau Internet global en France. Ouais. Donc c'est un moyen qu'ils étudient pour faire ça. Il n'y a rien qui est fait encore. Et puis surtout, ils veulent prendre du retour par rapport à comment ça pourrait être pris en compte par vous et nous également. Sachant que derrière, ils se couvrent en disant forcément, ça sera uniquement, il n'y aura pas de données privées. Oui. Ça sera vraiment des données techniques de la ligne. Donc effectivement, ce qu'on a dit, le débit et le type de ligne, grosso modo. Il n'y aura pas de données d'usage ni d'identité de la personne, de la ligne, du numéro de téléphone. Voilà, donc ça sera vraiment un truc complètement anonyme. Donc moins de risques autour de la vie privée. Il n'empêche que ça fait quand même un point d'entrée de l'extérieur dans votre box qui est chez vous et potentiellement dans votre réseau. Donc ça reste quand même à la limite. Mais bon, il n'y a pas d'implémentation technique clairement détaillée. Détourné, hein, bah, au pire, tu récupères des infos de ta ligne. Ouais, bon, tu vas pas récupérer beaucoup d'infos. Mais bon, suivant l'implémentation, suivant les box, on sait très bien que les opérateurs sont pas tous égaux sur la qualité de leur box Internet. Donc on peut douter sur la qualité de la sécurisation d'une telle API. Voilà. Moi, je suis pas très chaud pour ce type de truc. Je comprends parfaitement pourquoi ils ont besoin de faire ça. Voilà, on comprend l'usage, clairement. Clairement, et l'utilité qu'ils en auraient. Après, est-ce que... Après, tu vois, l'ARCEP... Non, le seul moment où je vois ça intéressant, c'est quand, par exemple, chez toi, tu as une coupure d'Internet, tu sais pas si c'est chez toi ou si c'est chez eux. Moi, le premier truc que je fais, c'est regarder, tu sais, sur... je sais plus comment s'appelle ce site-là, mais à chaque fois que je fais une recherche, je tombe dessus. Et je vois Down Detector ou je sais plus quoi, et ça te donne en fait le nombre de signalements, en gros de gens qui se sont plaints sur Facebook, Twitter et tout ça, dans ta zone géographique par exemple, dans ta zone géographique, et qui du coup vont te dire si si ça vient de chez toi ou pas. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a tout ton quartier, ou toute ta ville, ou des gens qui sont chez Orange par exemple ont plus accès à Internet, il y a de fortes chances que ce soit pas lié à ta ligne à toi, mais plutôt un problème, entre guillemets, régional ou local, et tu vas devoir attendre la résolution, quoi. Alors du coup, c'est une très bonne question de Vanguard, c'est ça. Comment ça se passe si tu mets derrière un modem tiers, qui du coup n'est pas la box Internet de ton opérateur? Est-ce que du coup tu vas avoir l'obligation de l'implémenter dedans, ou est-ce que du coup tu vas passer outre ce truc-là? C'est une très bonne remarque, j'y ai pensé également. On n'en est vraiment pas là, c'est vraiment une consultation, donc c'est je jette une idée, puis je prends les retours des avis des différentes personnes. Voilà. Ça permet de savoir si les failles respectent les objectifs de très haut débit. C'est vrai aussi. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que ça leur permettrait du coup d'aller taper sur les opérateurs ou pas. Le gouvernement pourrait dire effectivement, c'est une bonne idée ça. Savoir où est-ce que vous en êtes et tout ça. Ouais, des amendes pour récupérer de l'argent. Très bien. Voilà, affaire à suivre. Hein. Il y a le lien sur le site de l'ARCEP directement si vous voulez consulter dans le détail en fait la proposition derrière tout ça. C'est assez intéressant, c'est plutôt bien écrit. Exactement. Allez, Tesla. Tesla, première croix sur le bingo de ce soir, puisque le 22 avril dernier, il y a eu la conf Autonomy Day qui a été faite par Tesla et par Elon Musk qui était sur scène. Ils ont annoncé plusieurs choses. Ils ont annoncé déjà un nouveau hardware, donc un hardware pour tout ce qui va être voiture autonome, évidemment, donc leur plateforme automobile des voitures Tesla, dans lequel ils vont se séparer de Nvidia, puisqu'ils vont proposer leur propre puce, le FSD chip, donc le Full Self Driving chip,
qui est spécialement conçu par Tesla pour la conduite autonome. Alors, il faut savoir que Nvidia, ils avaient déjà créé autour de leur plateforme GPU des dérivés pour des cartes embarquées pour les voitures autonomes, qui étaient quand même assez performantes pour la partie voiture autonome, mais qui étaient assez généralistes malgré tout. C'est-à-dire qu'ils avaient adapté des GPU pour le contexte de la voiture, avec tout un système de connectique près à la voiture, mais les puces étaient encore très dérivées de la partie GPU. Ils ont fait évoluer ces plateformes-là, qui sont de plus en plus spécialisées dans la voiture autonome, mais quand même moins que ce que proposait Tesla. En tout cas, sur le papier, c'est comme ça qu'ils présentent leur plateforme. Ça a été conçu spécialement pour la voiture autonome. Ils justifient leur choix, quoi, en fait. Voilà. Et puis, spécialement aussi pour le hardware embarqué sur les Tesla. Donc, il y a tant de caméras, tant de capteurs, etc. Du coup, ils ont conçu la carte autour de ça. Alors, ils l'ont présenté comme un truc qui va faire exploser les performances. Voilà, donc ils ont comparé avec le hardware 2.5 et le FSD qui arrive. Donc, 21 fois plus d'images par seconde qu'ils vont pouvoir analyser. Il faut savoir qu'il y a, c'est le gros du travail qui est fait par cette puce-là au niveau des voitures Tesla, c'est la reconnaissance d'images autour de l'ensemble des caméras embarquées sur les voitures. Je crois qu'il y en a 8 en tout. Donc il y a beaucoup de flux d'images analysés en temps réel pour détecter les obstacles, la route, la circulation, les piétons qui traversent, etc. La particularité qu'on va retrouver, donc c'est 2 puces, principalement autour d'une carte, assez classique, un CPU et un GPU, qui sont articulés autour d'architecture ARM, donc des Cortex A72, des trucs assez costauds quand même. Puisque du coup, tu me posais la question juste avant l'émission. Voilà. Merci Wiki. Une petite recherche en ligne, on est tombé sur Wikichip, donc le Wikipédia des chips. C'est un truc hallucinant, avec un niveau de détail, c'est incroyable. Vous avez toutes les caractéristiques dedans. Donc, vous pouvez le refondre chez vous. Hein. Voilà, tu t'imprimes et direct, tu le fonds chez toi, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est assez impressionnant en termes de nombre de corps. Il y a 3 quad-corps dedans intégrés, donc imagine 12 cœurs, voilà. Truc de fou. Il y a un processeur graphique aussi, du coup, forcément, pour traiter la partie image. Et puis 2 Neural Processing Unit, donc des processeurs dédiés à tout ce qui va être traitement d'images autour des réseaux neuronaux. Voilà, bon, je ne détaille pas toutes les caractéristiques, mais c'est quand même assez violent en termes de, de spec. Je vous dis, ça fait tourner Star Citizen en 4K 120 FPS. Hein. Exactement. Wikichip, ouais, c'est ça, exactement. Wikichip.org. Voilà. en.wikichip.org. Wikichips. Non, c'est pas l'heure de l'apéro. Ah, mais si, remarque, pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Du coup, ils ont enchaîné également sur une autre annonce qui est la suite de leur master plan. Donc, vous voyez, il y a le master plan de Tesla, vous savez, c'est toute la roadmap, en gros, à la fois la société et les différentes voitures qu'ils vont produire. Ouais. Et l'étape suivante, c'est en 2020. C'est le robotaxi, donc activer la fonction robotaxi, et du coup, un nouveau service qui vient avec, ce qu'a annoncé Elon Musk. Et le robotaxi, c'est quoi ? C'est un service de taxi autonome, pour faire la nique à Uber. Ouais. Et là où c'est assez fort, c'est qu'ils veulent le proposer à tous les possesseurs de Tesla équipés de ce chipset, exactement. Entre autres, qui auront le niveau, le top, le niveau maximum, c'est quoi ? C'est 4 ou 5 de pilote auto ? C'est 4 ? 5. 5. C'est le 5. C'est le 5. Voilà, donc... et du coup, vous pouvez mettre votre voiture en partage. Voilà, donc il y a une appli de partage, donc soit tu vas venir consommer, demander une voiture, et du coup tu vas retrouver ça un petit peu à la Uber, et du coup tu vas invoquer une voiture qui va venir te chercher, soit tu es propriétaire et tu vas mettre à disposition ta voiture sur cette plateforme-là, et du coup des gens vont pouvoir l'invoquer pour aller l'utiliser directement. C'est vraiment, vraiment ultra intelligent. Ouais. On est dans du partage. On sait très bien que la plupart du temps la voiture elle est à l'arrêt, sur une place de parking dans la rue, sur son garage, etc. Du coup, c'est un moyen de rentabiliser plus cet investissement en la louant à d'autres derrière. Et ce qu'il disait d'ailleurs, c'est qu'un utilisateur pouvait gagner jusqu'à $30,000. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Avec le taux d'utilisation moyen d'une voiture aux États-Unis et le prix d'achat d'une Tesla et ce qu'ils ont estimé à peu près sur ce qu'on pourrait facturer dans ce service-là. Ils pensent qu'un propriétaire de Tesla pourrait toucher $30,000 par an en louant sa bagnole comme ça sur ce service. C'est assez malin. L'autre truc intelligent, c'est que ça va être activable automatiquement via une mise à jour logicielle, comme toujours chez Tesla. Donc la voiture, c'est une plateforme logicielle. Ils vont diffuser une mise à jour, vous allez avoir la fonction qui va être activable, et derrière, vous allez pouvoir utiliser ça. Voilà. Donc il reste encore des étapes à franchir, notamment au niveau de la réglementation, parce qu'il va falloir demander la réglementation sur les villes, et en plus aux États-Unis, ça dépend des États et tout ça, donc c'est beaucoup plus compliqué, il faut le faire dans plusieurs endroits. Mais derrière ça, on va avoir une flotte de voitures partagées. Mais aussi, tu vas pouvoir mélanger en fait du partage et de la possession. C'est-à-dire, posséder ta voiture et la partager. Donc, on est entre du Uber, du Airbnb, du Blablacar, du tout ça. On est vraiment dans tout ce truc-là qui fonctionne. Mais c'est impressionnant de voir que cette plateforme-là déjà existante va évoluer vers ce truc-là. C'est une vision. Il y a une vision sur tout ce business et sur l'évolution de leur marché chez Tesla. C'est impressionnant. Même eux, en concession, les bagnoles, ils peuvent les rendre en robotaxi, histoire de gagner un peu de thunes. Hop.
Ouais, alors je me pose quand même pas mal de questions autour de... Ça aussi, il faut qu'il le clarifie, autour des assurances. Ouais. Et autour de, notamment l'usage. C'est-à-dire que si quelqu'un te l'apprend et puis qu'il te pourrit ta bagnole, comment tu fais derrière pour gérer ça? Hein, voilà. Quand tu récupères ta voiture, les batteries sont vides, voilà, comment elle va se recharger. C'est aussi pour ça que derrière, Ils on avaient a... montré le bras. Et voilà, c'est là où tu comprends que le système où le bras vient tout seul recharger la voiture, ça fait complètement partie du plan. Tu te dis, mais ça serait tellement parfait qu'ils incluent ça également dans le service-là. Et je pense qu'ils y travaillent encore, qu'ils n'ont pas abandonné ça. En gros, quand tu fais ce truc-là, c'est genre, t'as un métier la journée, et tu décides de faire taxi la journée, en même temps. Mais tu ne peux pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu achètes une Tesla, et c'est elle qui va travailler pour toi. C'est ton robot Tesla qui va travailler pour toi, et qui te rapporte de l'argent, et qui s'auto-paye en fait. Qui paye le crédit de ta Tesla. C'est pas mal. T'imagines l'étape d'après? T'achètes un robot humanoïde, et c'est pareil en fait. Tu le loues pour qu'il aille travailler ou faire des trucs pour toi. T'imagines? On n'en est pas loin, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que tu achètes un objet physique dans lequel tu utilises normalement, donc tu utilises une machine par exemple, et en fait elle va aller faire un travail pour toi qui va te rapporter de l'argent en parallèle. Si tu étends ça à d'autres choses que la bagnole. Pas mal. Hein? Donc on n'en est pas loin, tu vois, de ce truc. On en avait parlé justement sur le fait qu'on devrait taxer les robots pour remplacer ça par rapport au travail qui du coup ne sera plus fait par les humains mais par des robots derrière. Si le client gère dans ta bagnole, c'est ce que je disais évidemment, s'il l'a pourri, qu'est-ce qui se passe derrière? Tout ça, il faut le couvrir, et c'est ce qui va faire effectivement le succès ou pas de ce service-là. Ça s'appelle un Indien, ça, dit vraiment. Pas qui est con. T'achètes un Indien qui va travailler pour toi. Et... Ça s'appelle du offshore, effectivement, en Inde, mais ça, c'est surtout pour les boîtes d'informatique. Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, voilà, moi je trouve ça particulièrement judicieux de leur part, et puis encore une fois, ça montre la vision qu'ils ont qui est vraiment exceptionnelle. On enchaîne. Hein. Ouais, allez. Allez, c'est parti. On va parler de la Touchpad. Un truc qui n'est pas mort et qui n'arrête pas de ne pas mourir. C'est la HP Touchpad. C'était une tablette, pour ceux qui ont connu ça, qui était sortie il y a, je me rappelle même plus quand, mais il y a un petit moment, qui était sortie sur WebOS, hein, suite au rachat de Palm par HP à l'époque. Ils avaient quand même sorti la tablette qui était à l'origine créée par Palm, mais que HP a sorti et a arrêté très rapidement. D'ailleurs, ils n'ont même pas laissé le temps. Non, ils n'ont pas laissé sa chance au produit. Exactement. Tablette qui se chargeait sans fil. Hein. Elle avait la recharge sans fil, elle avait plein de choses hyper intéressantes. Ça vous rappelle quelque chose cette vue? Hein, avec les cartes, avec les cartes, tout ça. L'OS était ultra moderne. L'OS était ultra moderne avant l'heure, mais à la fois la fameuse tablette à 99 €, exactement. Ouais. Regarde, elle est là d'ailleurs. Tac, la fameuse pub, elle était bradée puisque du coup, ils voulaient déstocker, s'en débarrasser complètement. Et elle avait des trucs incroyables, hein, avec quand tu avais un Palm Pre, tu pouvais le poser sur une des zones spécifiques pour transférer des données et tout ça. Enfin, c'était assez ouf. Non, il y avait une vision du produit et de l'écosystème qui était assez impressionnant. Pour l'époque, hein, c'est-à-dire que maintenant on le retrouve tout ça. C'est-à-dire que tout le monde a à peu près intégré ce type d'usage. Il a fallu quelques années pour arriver effectivement à ce niveau de qualité. Mais voilà. Et en fait, cette tablette WebOS à l'origine était sortie effectivement pas chère, donc c'est ce qui a fait son succès. Et surtout, déjà, elle était très facilement transformable en tablette Android pour peu cher, mais avec des performances qui étaient assez correctes pour l'époque. Surtout très bien. Et j'en avais même pris deux, tu vois, à l'époque, avec des craquages. Tu dis, allez, c'est bon, 2 tablettes. Non, en fait, comme il y avait tellement de pénurie, j'avais commandé sur 2 sites différents, et magie, les 2 sites ont marché, donc j'ai reçu les 2. Et puis finalement, j'en ai offert une à mes parents, et ça leur va très bien, comme tablette Android, puisque je l'ai passé sur Android il y a très longtemps. Bah oui. Voilà, donc tout ça pour dire que elle n'arrête pas de ne pas mourir, puisque la version 9 d'Android est disponible via une ROM alternative, encore une fois, pour cette tablette-là. Donc vous allez pouvoir l'installer. Voilà, c'est assez facile pour ceux qui ont déjà installé des ROM alternatives sur des téléphones Android, par exemple. C'est à peu près le même principe. Voilà. Une fois que vous avez installé le recovery qui va bien, vous pouvez installer n'importe quelle ROM dessus. Donc là, c'est la ROM Evervolve qui gère, qui est vraiment une ROM basée sur Android AOSP, donc le projet open source Android. Donc vraiment le plus pur possible, même sans les applis Google. Vous pouvez l'installer sans les applis Google si vous voulez. Vous allez retrouver un vrai écosystème Android qui va bien dessus. Voilà. Je t'avoue, j'ai pas rallumé la mienne, mais je crois qu'elle est complètement décédée. Depuis le temps, je l'ai pas rallumée. Je pense que la batterie, elle est en PLS complet. Ouais, c'est possible. Bon, allez, une petite news aussi. Ah, la grosse actu. Tiens, j'ai lancé. Ouais. Facebook Fate. Le Fate. Donc, le destin, hein. Ah, c'est ton destin. Ouais, c'est ça, exactement. J'aurais dû l'appeler comme ça. Facebook, c'est ton destin. Alors, c'est la conférence de... Enfin, normalement, c'est censé être une conf de dev à l'origine. Et pas que. Mais il y a une keynote d'intro, mais il y a 2 jours en fait de conf autour du développement. À l'époque, c'était ça. Développement sur la plateforme, parce que rappelle-toi le nombre d'applications Facebook qui existaient. Aujourd'hui, c'est... Voilà. On s'en fout un peu. Et ouais, il y a eu des retournements
des retournements de veste, hein, quand Mark Zuckerberg disait de toute façon la vie privée c'est mort, et aujourd'hui il dit privacy is the future. Ouais, évidemment. Donc c'est carrément l'opposé. Ils n'ont pas le choix, je crois. Mais ils n'ont pas trop le choix. Bon, alors il a voulu faire des traits d'humour sur comment ça s'appelle, sur justement bon, la vie privée, hein, ça nous connaît, hein, tout ça machin, et personne n'a rigolé. Lui il était mort de rire, mais personne n'a rigolé dans le public. Tu m'étonnes. Voilà. En gros, il y a 5 trucs à retenir de la conf. Parce qu'il faut savoir qu'il y a Oculus et tout ça, il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a tout un tas de trucs Ils ont dans, beaucoup de dans choses. le giron de Facebook. Et je dois reconnaître que tout n'est pas à jeter. Et ça m'a un peu surpris. Alors, évidemment, on va passer sur les vidéos, Amazon Vidéo qui va débarquer sur le portal Facebook. Et le portal Facebook va être disponible d'ailleurs dans d'autres pays. C'est incroyable. À commencer par, je crois, le Canada, puis l'Angleterre, et puis ça devrait débarquer chez nous en Europe. Voilà, on s'en fout. Le portal, rappelez-vous, c'est le Amazon Echo Show de chez Facebook, mais ça ne présente à peu près aucun intérêt. C'est clair. Alors, déjà, pour Facebook lui-même, les grosses nouveautés, c'est un redesign complet de l'application. L'application mobile a déjà commencé chez moi, j'ai le nouveau logo qui a changé et tout ça. Et ça va, comment ça s'appelle, ça va se déployer un peu partout, y compris sur le site web. L'intérêt, en fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va mettre l'accent un peu plus sur les groupes et les événements. C'est ce qu'on va mettre en avant. Et beaucoup moins sur les flux de news partagés de ces comment ça s'appelle, de ces contacts et de ses amis. En gros, si vous regardez comment c'est architecturé, hein, à gauche, vous avez le menu, bon, classique. À droite, vous avez vos contacts, vous avez des groupes et des groupes suggérés qui sont toujours visibles sur la partie droite. Vous pouvez ajouter un nouveau post, vous voyez, c'est cette petite ligne-là. Et en haut, les stories, hein, voilà, les fameuses stories. Maintenant aussi, on a un système d'onglets pour gérer, en gros, tout son Facebook. Donc, on voit hein, l'onglet Home, l'onglet Notifications en haut, Facebook vidéo, leur YouTube like, leur truc de shopping, les groupes et le Messenger. Enfin voilà, ils ont revu leur présentation. C'est plus clair, plus tout ce que vous voulez. Ça fait un peu Instagram au milieu, hein, faut dire ce qui est. Ça fait appli mobile, c'est-à-dire que si tu enlèves les deux menus sur les côtés, au centre, tu as une appli mobile. Ouais. Tu as l'appli mobile au centre. Ouais. Donc voilà, sauf que les menus, je crois, vont pas être en haut, mais vont être en bas. Mais voilà, c'est du relooking. Pour se racheter une virginité, ça fait un peu ça, tu vois, genre la mariée est en blanc. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On va essayer de noyer le poisson du truc. Là, si vous regardez bien, il n'y a pas de publicité. Hein, voilà. Évidemment, vous en aurez comme d'habitude. Une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Meet New Friends. Donc, l'idée derrière cette fonctionnalité, c'est jusqu'à présent, on vous proposait des amis avec qui vous avez par exemple déjà interagi sur le post d'un ami commun ou un truc du genre. Là maintenant, c'est si des gens si vous avez déclaré bosser dans une entreprise, mais vous proposez des gens de l'entreprise ou ouais, tu vois. C'est chaud ça. Hein. C'est un peu chaud, hein. Ou par exemple, vous avez été dans la même école. Donc il va vous proposer des gens de la même école, un peu comme fait un peu LinkedIn et d'autres. Copains d'avant. Ouais, c'est un peu ça, copains d'avant. Ou un club de sport. Par exemple, vous avez fait du sport, je sais pas moi, vous avez fait du rugby à l'Aviron Bayonnais. Eh bien, il va vous proposer des gens qui ont mis ça aussi dans leur truc. Alors, ils le font déjà ça. Alors, pas vraiment, ils le font pas comme ça. Aujourd'hui, ils le font pas comme ça. La façon dont ça fonctionne, la recommandation d'amis, c'est plutôt des amis d'amis. Avec qui, par exemple, vous avez soit déjà interagi sur Messenger. Moi, ça a été le cas, par exemple. Ils me proposent là, en ce moment des gens avec qui j'ai parlé sur Messenger, mais qui, en fait, par exemple, on a organisé un anniversaire ou un truc du genre. Mais il va me proposer les gens qui étaient dans la même conversation que moi. Mais c'est toujours des amis d'amis. Là, il n'y a pas forcément un lien. C'est ça. Alors, Facebook me propose des amis du Rugby Chat. Pourquoi, Nico Poppy? Parce que tu as interagi sur un post où ces gens-là étaient, par exemple, tagués et que tu as Shag en ami commun. Donc, c'est normal qu'en fait, qu'ils te le proposent. Mais voilà. Ou, par exemple, tu as liké la même page qu'eux. Ou ce genre de choses. Là, ça va vraiment se baser sur les infos que tu as données. Voilà. Par affinité. Genre les écoles, machin et tout ça. Bon. Donc voilà, c'est ça un peu leur truc. Ils vont rajouter leur truc. Si vous êtes connecté au même Wi-Fi aussi, par exemple, c'est vrai, ça fait partie aussi des nouveautés. C'est malin ça. Ça veut dire qu'ils te retrouvent effectivement dans la même zone, même truc. Dans la même zone géographique, ce genre de truc. Quoi. Il va me proposer Cédric Bonnet, merde. Ouais. Ensuite, l'autre truc qu'ils ont annoncé pour Instagram, par exemple, c'est, bon, hop, je vais vous montrer l'appli Instagram. Un relooking aussi de l'appli Instagram. C'est beau, hein. Ah, c'est pas mal la roue en bas plutôt que les fils. C'est plus logique, ouais. Ouais, ça semble un peu plus logique. Donc là, il y a un nouveau truc qui s'appelle le Create Mode.
Vous avez tout à droite parce qu'il y avait le live, caméra, et maintenant il y a create. Donc là, l'idée derrière ce truc-là, c'est que vous allez pouvoir ajouter des trucs du genre des quiz, enfin tu vois, des espèces de mini-applications pour interagir avec les gens. C'est un peu ce qu'il y avait dans les stories aussi. Enfin, Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont vu que l'interaction dans les stories, c'est un truc qui marche. Donc du coup, on va le mettre en avant. On va le pousser un peu plus. Ouais. Voilà, exactement. Les likes disparaissent aussi du flux. Alors là, je vous ai pas montré l'exemple, mais vous savez, vous voyez le nombre de petits cœurs sous votre photo là en disant il y a, je sais pas moi, 50 personnes qui ont liké votre photo. Ça va disparaître du flux. L'idée, c'est qu'ils ont déjà fait le test au Canada de ce truc-là, et apparemment, ça déstresse les gens de plus avoir le nombre de likes. C'est-à-dire que les gens qui envoient une photo et qui veut ça, enfin, et du coup en gros on sait si ton post a eu du succès ou pas du succès. Du coup tu dis c'est un peu la honte, personne a liké mon post ou machin. Enfin, il y a une espèce de pression sociale sur les likes. Donc c'est comme les stories, c'est-à-dire que l'interaction dans les stories, il n'y a que toi qui la vois également. Ouais. Donc c'est à peu près ce principe-là également. C'est ça, c'est exactement ça. Seul le créateur en fait verra le nombre de likes, donc toi seul le verras. C'est tout. Les statuts écrits aussi qui arrivent dans Instagram, un peu comme les mêmes statuts qui existent dans Facebook. Ces gros bandeaux rouges avec juste machin. Voilà. Le truc, c'est qu'on commence à se poser la question de à quoi ça sert d'avoir deux réseaux sociaux comme ça, si c'est pour les faire se rapprocher l'un et l'autre. Moi, c'est souvent que je vois du cross-post entre. Mais complètement. Sur les stories. Insta et Facebook surtout. Sur les stories, essentiellement sur les stories. Du coup, tu dis à quoi est-ce que ça sert? Je ne sais pas. Bon, bref. T'es encore plus informé de la même chose. Ouais, c'est ça. Ça évitera les effets de masse, c'est vrai aussi, Boukani. Insta devient Facebook. En fait, ça devient un Facebook light. Dans le sens où t'as pas les groupes encore. T'as pas les événements encore. C'est vraiment... c'est ce que me disait Chag en se foutant de ma gueule la dernière fois parce que j'ai posté une photo avec une semaine d'écart. Et elle me dit, tu sais, dans Instagram, il y a Insta. Et en fait, c'est vraiment ça. Non, mais elle a raison. Elle m'a taillé, mais sur le coup, elle a raison. Instagram est censé être là pour l'instantané. C'est la story qui est périssable mais qui est vraiment instantanée. La photo que tu prends tout de suite et que tu postes. Ou le live Instagram que tu fais tout de suite en fait, tu vois. Donc bon, bref. Pourtant, Insta, c'est encore plus cancer et destructeur que Facebook. Instagram, c'est un peu différent. Pour moi, il y a un autre souci avec Instagram, c'est que tu as la sensation d'être entouré de gens qui ont une vie incroyable. Et du coup, ça rend la tienne bien triste. Alors que sur Facebook, tu vois bien que les gens sont tous cons et que finalement, tu te dis, finalement, je suis très intelligent. Quand tu vois, franchement, ça marche qu'avec tes amis, hein, je veux dire. Non, en fait, je dis ça, mais j'ai fait le ménage, moi, dans les amis, je sais plus, on est une 60aine maximum. J'ai viré tous les gens qui partageaient des fake news et des conneries et des... Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça. Ah non, mais moi aussi, ça fait longtemps, hein. Mais donc, du coup, j'ai plus vraiment ce problème. Mais je le vois passer chez d'autres. Genre, je vois Nico Poppy s'énerver, par exemple, dans les commentaires sur, je sais plus quel truc, contre des gilets jaunes et des je sais pas quoi, qui partagent des conneries, enfin bon, bref. Ça me fatigue, donc du coup, moi, j'utilise un tout nouvel usage complètement, moi, de Facebook maintenant, quoi. Oui, c'est vrai que ça a été prouvé que ça avait des impacts sur les gens à tendance dépressive, mais complètement. Complètement. Bah oui. Voilà. Ça déprime de voir la vie de mes amis merveilleuse. Ouais, alors que t'as une vie plus fade. Voilà. C'est pas forcément une vie de merde, mais c'est juste que t'as pas de truc exceptionnel. Ouais, sur Instagram, il y a quand même Messenger, hein, qui est la messagerie privée. Et justement, on va parler de Messenger, le Facebook Messenger. L'application. Ouais, puisqu'en fait, l'idée, c'est que maintenant, tu vas déjà pouvoir, première étape, contacter des gens qui utilisent WhatsApp avec Messenger. Et bientôt, on le sait, les messages directs d'Instagram vont aussi être dans cette application-là. Fusion. Exactement. Alors là, ça a un peu de sens. Tu vois ? Ça a un peu de sens de se dire, on a quand même 3 applications de messagerie. Il serait peut-être temps d'en faire une seule, en fait. Tu vois ? Qui soit cross-platform et tout ça. Alors après, ceux qui veulent rester sur WhatsApp et faire que du WhatsApp, ils peuvent. Ceux qui veulent rester sur Insta et faire que du Insta, ils peuvent. Mais ceux qui utilisent Messenger font tout ça. Donc si tu utilises au moins 2 services, tu as intérêt à utiliser Messenger. Tu vois ? Ils vont tout regrouper, du coup, c'est la bannière Messenger. Bah, je pense que c'est exactement ça. Et c'est le seul qui n'a pas la connotation. Messenger il n'a pas une nouvelle marque, en fait. Voilà, Messenger a lui-même été relooké là récemment. Et en plus, il a aussi été allégé en poids. Il fait 20% de moins. Il faisait avant, je sais plus, 30 mégas, je crois, ou un truc comme ça sur iOS. Et il a diminué en poids. Non, je crois que c'est 30 mégas, ils en sont maintenant en fait. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un truc de malade, il faisait je sais plus combien de centaines de mégas, il avait dépassé les 100 mégas, je crois. Ouais. Moi j'avais déjà depuis longtemps basculé sur la version Lite, qui était en fait déjà ce qu'ils sont en train de faire maintenant du Messenger. Exactement, et la nouveauté aussi, c'est ça. Une version desktop
de Messenger qui débarque et qui du coup sur macOS et sur Windows et en gros Ça ressemble à Skype, hein, quand même. ça, non seulement ça ressemble à Skype mais ça ressemble beaucoup à iMessage. Ah oui, bah voilà, on est sur Mac. Ah non, on est sur Windows. Putain, On est carrément, sur on est sur Windows 10. Ah oui, mais Ouais, on grave. est sur Windows 10 et là en fait le truc c'est qu'il y a un très bon moyen pour eux de faire la nique totale à iMessage et s'imposer complètement, tu vois. Au bordel, une WP. C'est un peu ça. Ah, ouais, c'est peut-être une. Pas sûr, c'est une WP. Pas sûr. Mais voilà, la nouveauté, c'est vraiment ça. C'est de se dire, il y a peut-être enfin, vous voyez, c'est copier-coller d'iMessage, c'est vrai que ça ressemble tellement à iMessage, c'est monstrueux. Mais tant mieux. Enfin, à la limite, l'appli est bien, enfin, il n'y a pas de raison. Et de là, on voit qu'il y a aussi un appel vidéo, du coup, par-dessus, puis ça va permettre de faire du chat vidéo aussi, ou des appels vocaux, cross-platform, peu importe que ce soit sur mobile ou sur PC, enfin voilà. Faire la nique à Skype, faire la nique à iMessage, enfin, honnêtement, Facebook a cette vraie possibilité-là. Il y avait déjà les appels dans WhatsApp, tout ça, machin, il y avait déjà les appels dans Facebook Messenger, mais t'imagines, là, tout va être cross-platform en plus. Ah, Ils vont taper tous ces gens-là, enfin bon, c'est monstrueux, et puis tu vas avoir tous tes messages aussi Instagram ici, enfin, tout est là. Et ils ont vraiment un moyen, c'est pour ça, ça a été pour moi la plus grosse, entre guillemets, surprise de cette conf finalement, c'est de se dire, bah ouais, en fait, là, pour le coup, ils en font un vrai move logique et intelligent, et ça a l'air d'être plutôt bien fait en tout cas, donc pourquoi pas. Ouais, là c'est en train d'être mis à jour hein, petit à petit, donc voilà. Je t'ai répondu en MP. Ah oui, d'accord, ils se répondent ensemble. Allez-y. Ensuite, il y avait Oculus. Ouais. Puisqu'Oculus fait partie du giron. D'ailleurs, j'ai pas mis de photo, mais bon, parce qu'il y avait finalement pas grand chose de nouveau. Donc, il y a l'Oculus Rift S et l'Oculus Quest qui vont être dispo le mois prochain, tous les deux au même prix, $399. Mais c'est quoi la différence? Alors, le Quest, c'est un truc entièrement autonome. On le relie à rien du tout, c'est exactement comme le Go. Il marche tout seul? Non, c'est comme l'Oculus Go, c'est-à-dire que en gros, c'est un smartphone Android dans un casque, hein, pour résumer. Donc, si vous voulez faire du jeu, machin et tout ça, vous pouvez le faire directement dans le casque. Il n'y a pas besoin de brancher à un PC ou quoi que ce soit. La particularité du Quest, c'est qu'en plus, il a comment ça s'appelle, des manettes qui sont traquées maintenant. Ah, le truc qui manquait. Voilà, qui traque les mains, la position des mains, machin et tout ça. Donc bon, bref. C'est plus pour de la consommation de médias, ce truc-là. Ah, mais moins, du coup, si tu as l'interaction des mains qui arrive dedans, oui, tout à fait. tu peux faire plus de choses. Non, mais jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était la consommation de médias ou ça. la découverte de Voilà. de la réalité virtuelle. Voilà, là où ça devenait intéressant d'avoir ces manettes-là sur l'autonome, parce qu'il faut pas se leurrer, les jeux sont pas incroyables non plus. C'est quand tu peux maintenant manipuler une carte ou manipuler interagir avec facilement. Jusqu'à présent, tu as une petite télécommande dégueulasse avec laquelle tu pouvais le faire. Terrible. Mais là, maintenant, tu le fais vraiment avec ta main. Tu as la sensation de saisir les choses et tout ça. Bref. Donc ça, ouais, le Quest devient intéressant. Ça devient intéressant, ouais. Carrément. Là, ça peut développer pas mal d'usages. Le Rift S, en fait, c'est une mise à jour de l'Oculus Rift de 2016 qui maintenant a pareil le système de tracking de main extérieur à la caméra. Donc voilà. Okay. Qu'avant tu n'avais pas sur le Rift de 2016. Et un nouveau design, c'est tout. Voilà. Et je crois qu'ils n'ont même pas changé le système de lentilles, tout est pareil. C'est le tracking inside out surtout. Donc, oui. Ça veut dire que le casque va plus avoir besoin de capteurs extérieurs pour connaître sa position. Il va lui-même tout seul calculer sa position par rapport à l'extérieur. Ouais. Ce qu'on retrouve sur les casques de réalité mixte de Microsoft. Parce ils ont intégré des caméras de chaque côté. Enfin bon, voilà, le truc. Donc en fait, tu n'as plus de différence entre le Rift S et les casques de MR de Microsoft qui ont pas, qui sont fermés, comme les Lenovo, les Asus et tout ça. Exactement. Donc on est sur la même chose. Donc on est plus sur de la VR et de la MR, on est sur la même chose maintenant. Voilà, exactement. Ils copient sur Microsoft. C'est un peu ça. Ils copient, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Donc bref, le tracking de merde quoi. Ah non, carrément pas. Non, maintenant on en est. Ça marche bien. On en a pas. J'en ai pas parlé. C'est une news que j'avais pas traitée, mais maintenant ils sont en train. Il y a des chercheurs qui ont démontré que ils arrivaient à atteindre maintenant avec des niveaux de tracking avec des caméras, des niveaux aussi précis, voire plus, qu'avec des LiDAR pour détecter des collisions, des objets, des proximités, etc. Donc tu vois, les caméras et la reconnaissance d'image, on en est quand même bien plus loin que ce qu'on était à une époque. Donc je pense que des systèmes comme ça, maintenant, sont suffisamment performants pour avoir une précision suffisante. Tu le vois avec les téléphones, sur les iPhones avec le système ARKit, tu vois, franchement, c'est bluffant. Là, c'est hyper stable et tout ça, donc ça me choque pas que sur un casque comme ça, on ait une stabilité terrible. Et ensuite, pour terminer, la grosse fonctionnalité, attention incroyable, Secret Crush.
Ah, Ah, tout le monde l'attendait, c'est un évidemment. nouveau jeu? Pas du tout. Comme Alors en fait, Candy ils ont Crush? lancé Facebook Dating aux États-Unis, hein, uniquement pour le moment. Ils lancent une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Secret Crush. Alors là, accrochez-vous. 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 L'idée, c'est de créer une liste secrète d'amis Facebook, alors jusqu'à 9. C'est le niveau max Pas qui plus. fixe sur la partouze, c'est ça 9. chez eux? Je sais pas. Donc une liste où vous dites, ah celui-là j'ai eu un crush sur lui. Tu vois, et ainsi de suite. Virtanas qui envoie de la lèche en MP. Vous êtes le meilleur. Merci Virtanas. Secret Crush, mais tout le monde le sait en fait. donc il est Et pas secret. l'idée c'est que jusqu'à 69, non, jusqu'à 9 Minotaur. Donc 9 profils Facebook que vous pouvez noter comme crush. Mais c'est secret, c'est-à-dire qu'en gros, personne ne le sait, personne ne sait qui est présent dans cette liste et tout ça. Par contre, si la personne en face... Tout le monde a des masques en fait dans cette salle. Ouais, c'est ça. On ne sait pas. Soirée masquée. Voilà. Par contre, en fait, si jamais une personne en face vous ajoute aussi dans sa liste de crush, Personne sauf Zuckerberg. ouais, c'est un match. C'est ça. Voilà. Youpi. Ça devient un petit peu effectivement du match.com là, du dating. C'est un peu, ouais. C'est un peu bizarre. C'est un peu, ouais. C'est bizarre. What alors, the fuck, le niveau de névrose. 9 profils Facebook, I will bang. C'est un peu c'est un ça. peu ça. C'est un peu ça. Et donc, voilà. Et si ça fonctionne, c'est un match. Donc, je vous montre un peu l'interface. Hein. Donc, voilà. Alors, en plus, ils font des suggestions. Hein. Vous avez trois amis en commun. Peut-être que c'est un de vos crushs, non? Non, Ouais. non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que là, là, c'est le Facebook Dating que tu as à gauche. Mm. Et donc, c'est un peu le principe de tu swipes gauche-droite hein, en disant oui, non. Et donc là, il va dire que oui. Et tu vas avoir à droite le match. Enfin, bon, bref. Et l'idée aussi, c'est que tu peux créer des groupes. Mm. C'est ça qui est fou, avec des événements et tout ça. Et voir le nombre de matchs que tu as fait dans ce groupe ou dans cet événement, quoi, tu vois. Oh, tu vas tellement pouvoir détourner ça. Mais Je grave. suis sûr que tu vas pouvoir passer outre l'aspect secret. Il y a des gens qui vont trouver des moyens de recouper des infos avec des Ouais. groupes, des machins, tout ça pour Ouais. dire. Alors, ce qu'ils lui, disent, là. c'est que personne ne sait machin et tout ça, sauf qu'évidemment, sauf les employés Facebook. Hein. Et ce qu'ils disent, c'est ces informations-là ne vont pas servir en dehors de l'application. Voilà. Sauf qu'effectivement, Facebook va pouvoir très bien, Stalker Mode Activated, c'est exactement C'est ça. ça. Sauf qu'il y a des chances que Facebook te suggère Ouais, des bien sûr. événements où un des mecs que tu as mis dans tes crushs va être présent et ainsi de suite, tu vois. Non, mais c'est Un peu clair. en mode forçons le destin. Oui, ou ouais, c'est ça. Non, mais contre de l'argent. Tu vois, Exactement. par exemple, c'est-à-dire Ouais. que moi, par exemple, j'ai un crush sur Christophe. Il est secret, je peux pas le Il dire. est secret. Ça ne sortira pas d'internet. Et je me suis inscrit, je sais pas moi, à un cours de cuisine. Bon. Christophe, lui, on va peut-être lui proposer dans son flux Ouais, d'événements ça serait un bien. cours de cuisine. Ouais. Et tiens, il y a un ami à toi qui y va. Ah. Avec le smiley clin d'œil. Non, sans le smiley clin d'œil. Et du coup, tu dis, en plus, il y va, bah, cool. Et comme ça, bah, tu passes du temps avec. Enfin, toi, tu passes du temps avec ton crush. Et en fait, l'idée, c'est que là, tu vois, je te fais le truc en mode gratos. Imagine Facebook te dit, est-ce que vous voulez que vos crushs reçoivent des notifications des événements où vous vous rendez et tout ça sans qu'ils le sachent? Tu vois? Ah, Et genre, tu payes 10 $ pour faire de la publicité sur leur profil C'est d'un ça. événement où tu vas. c'est ça. C'est ça qui est ouf. Il y a un business de ouf à faire derrière. En fait, c'est Alors ça. après- Tu vas te mettre en avant, c'est-à-dire que c'est du personal branding pour Mais chercher non, des- Chagara, elle me dit du coup j'annule le traiteur pour le mariage. Mais non, c'était un exemple. C'est un exemple pour expliquer comment Facebook peut finalement, alors qu'ils disent que cette fonctionnalité est en gros inoffensive, comment ils peuvent en faire une arme de guerre Inoffensive. pour gagner du cash. Mais c'est C'est clair. ça en fait. Ah, c'est malin, Voilà. c'est malin. Et c'est vraiment un business model différent de ce qu'on peut avoir sur Tinder ou comme ça. Mais là c'est quand même ouf parce que tu manipules les gens. Mais oui, C'est-à-dire c'est que ça. tu dis, Où est la limite par avec exemple, la Chagara manipulation m'intéresse, je vais à la Birdie Color ce week-end, et bah du coup j'aimerais qu'elle reçoive des publicités pour éventuellement y aller quoi. Ouais, les harceleurs vont être ravis. Non mais c'est exactement ça, Nico. Ouais, mais C'est ouf. c'est chaud quand même. Là, ils prennent des gros risques sur. Bah, sur l'éthique, la morale, tout ce que tu veux. Bon, là, pour le moment, c'est uniquement réservé comment ça s'appelle, aux États-Unis hein, pour le moment, mais ça Bien risque. Facebook Dating, normalement, devrait, je crois, il commence par le Canada et ensuite, ça devrait pas tarder. Je trouve ça ultra creepy, mais un peu moins que Tinder. Ah, moi, je trouve ça plus creepy Moi, là. je trouve ça beaucoup plus creepy, ouais.
Ah, j'ai reçu une invite pour la Birdie Color aussi, qui a un crush avec moi. Bah, sans doute une des copines de Shag, puisque tu veux les ajouter en amis sur Facebook. Nico Poppy. Ok, très bien. Alors, on remercie Sonic907 pour son resub. Merci à toi, dans l'émission. Sonic. Donc bref, et oui, et l'iPad content. Je sais plus qui avait posé la question tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de répondre. Ouais. Bon, enfin voilà, c'était tout pour Facebook. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. What could go wrong? What could go wrong. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ce Non. genre de fonctionnalité? Puis Je ne vois pas en fait. Ils sont connus pour bien sécuriser leurs Mais données bien en plus sûr, chez Facebook. mais bien sûr. Ils font pas Bon, n'importe quoi. après, le truc, c'est que Facebook se dit, c'est pas grave, on emmerde l'éthique, on emmerde la vie privée, on emmerde tout. Nous, on est dans le futur. Mais c'est un peu ça. En fait, quand tu vois tous ces services, toutes ces interconnexions, le fait que tout ce que tu vas écrire dans Messenger va aussi être noté quand tu parles ou pas à ton crush, quand il est dans le même groupe ou pas. Ouais. Enfin, ils ont un nombre de données juste incroyable. Et en gros, ce qu'on voit dans Black Mirror avec les taux de compatibilité de machin, de trucs, enfin, ils sont pas loin de pouvoir te proposer exactement la même chose. Ou influencer les gens pour que les gens se retrouvent dans des lieux propices à ce que tu rencontres les personnes que tu apprécies ou tu vois ou qui t'apprécient. Ouais. Enfin, c'est monstrueux la manipulation de masse qu'ils peuvent faire. C'est ça. C'est-à-dire que HD Logan nous dit effectivement, autant dans Tinder, lui trouve ça moche parce que tu swipes des gens, tu traites comme de la marchandise. Mais là, en fait, c'est plus insinueux, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est plus naturel, mais en fait, du coup, tu te rends pas compte qu'il y a de la manipulation derrière quelque part. Donc c'est pour ça que je trouve ça pire. Ouais, là, tu vois, Geloga, tu peux vraiment rencontrer des gens de ton cercle. Oui, mais à quel prix? À quel niveau tu vas savoir si c'est vraiment toi qui a travaillé ça, ou si c'est naturel, ou si ça a été un peu forcé la main par Facebook. C'est ça. Est-ce que c'était vraiment ton destin? Haha. Exactement. Pour boucler sur Fate. Allez, voilà. Ça c'est fait. Allez. On repart maintenant sur un fail. En Asie, on part sur un fail, effectivement. Le Samsung Galaxy Fold ou Galaxy Fail, si on peut l'appeler. Alors je vous rappelle un petit peu l'histoire, c'est c'est un de ces premiers téléphones pliants foldable qui était sorti par Samsung, dont les premières copies, les premières review copies ont été envoyées aux États-Unis notamment, et il y a eu pas mal de retours sur des défauts au niveau de l'écran, donc des personnes qui se sont plaintes d'écrans qui marchaient plus. Alors je vous la fais très courte, c'est une news assez ancienne, c'est pas ça qui nous intéresse actuellement. Il y avait des défauts d'écran, il y a des personnes qui ont effectivement vu des défauts apparaître comme ça spontanément, et d'autres qui ont vu ça en essayant d'enlever le film protecteur de l'écran, qui n'était pas un film protecteur, pas du tout un film protecteur, mais une composante de l'écran qu'il ne faut pas enlever. Voilà, sachant que ces personnes-là qui ont reçu ces téléphones ont l'habitude de recevoir des téléphones comme ça, préemballés ou avec des films protecteurs. Ils les enlèvent pour faire des bonnes images, en fait, pour pas avoir des reflets, des rayures, tout ça. Donc c'est tout à fait logique de le faire, il n'y avait rien d'exceptionnel. C'est censé renforcer même au niveau du creux, au milieu. Alors sur le Galaxy Fold en particulier, c'est utile parce que ça sert à renforcer effectivement la souplesse de l'écran, mais ça a vraiment la tronche réellement d'une protection d'écran. Avec le petit truc qui commence à se décoller dans le coin et tout ça. Donc il y en a naturellement qui ont défait tout ça. Du coup, il y a une pluie de reviews négatives sur cet écran-là. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Il y a eu du coup un test qui a été fait par iFixit, vous savez, ce site internet qui se charge de démonter vos appareils électroniques pour attribuer des notes de réparabilité. Pourquoi? Mais non. Mais si. Donc ils ont démonté ce fameux Galaxy Fold. Non, faut pas montrer, ça c'est interdit maintenant. Ah bon? Non. Ouais. C'est pas interdit, pas du tout. Donc ils ont démonté le Galaxy Fold. Samsung ne va pas nous prêter de téléphone. Hein. Ils ont, de toute façon, ils vont pas pouvoir puisqu'ils ont, ils vont pas en sortir puisque c'est la conclusion derrière tout ça. Donc ils ont démonté ça pour regarder un petit peu comment c'était dedans et ils ont surtout appuyé sur l'ensemble des faiblesses de conception hardware du Galaxy Fold. Donc il y a quand même un niveau de conception très avancé, mais il y a des véritables défauts qui sont pas qu'on va pas pouvoir corriger dans tout foutu dans l'écran et le reste c'est un peu bon. Comment est-ce qu'on fait tenir le truc quoi? Il y a des écrans, il y a des capteurs photo un peu partout, il y a les batteries, non c'est intéressant, il y a des écrans et tout ça, mais effectivement la grosse techno c'est l'écran pliable. Voilà, donc parmi les problèmes qu'on avait remonté c'est cette charnière là du coup, effectivement là où ça se plie, puisque ça se plie à l'intérieur, et un des reviewers qui était sur The Verge je crois, avait détecté qu'il commençait à avoir une petite bosse à ce niveau de la pliure. Ouais, un truc qui était rentré. Hein. Un truc, soit une poussière, un truc qui était rentré, ou un mécanisme de l'écran qui était cassé, qui était en train de percer par-dessous l'écran. Et c'est là où... on voit bien le film, la différence de teinte. Ouais, tu vois, sur le bord de l'écran en bas et à gauche, là, on voit bien. Donc là, il démonte l'écran, mais il faut savoir que dans la copie de review qu'avait reçu The Verge, cette petite bombe là, enfin cette zone d'écran commençait à avoir des défauts de la même manière sans avoir à soulever cette partie-là. Voilà. Ouais. Bon bref, donc ils ont fait ça, ils ont mis en avant les différents problèmes de conception, donc je vous fais les différentes images de démontage. La dernière n'a pas marché, tant pis. Et en fait, du coup, tout leur kit et leur test tout leur article en fait sur le démontage du téléphone, ils ont été obligés de le retirer.
Voilà. Samsung a demandé à retirer tout ce truc-là Ouais. pour des raisons de confidentialité, soi-disant. Sachant que iFixit, ils n'étaient pas propriétaires directement du téléphone, ils travaillent ça avec des partenaires qui sont intermédiaires entre Samsung et eux. Et ils ont effectivement retiré l'article, mais pas tant par rapport à la pression de Samsung que pour le fait de rester en bon terme avec leur partenaire, puisqu'ils ont fait ça, c'est un partenaire de longue date avec lequel ils ont des relations de Et confiance. c'est plutôt le partenaire qui a subi une grosse pression. Voilà, ils voulaient pas mettre dans la merde leur partenaire, du coup ils ont dit bon on va l'enlever, mais nous légalement on n'a pas de contrainte, on aurait pu le garder, donc ils veulent pas mettre en défaut leur partenaire là-dessus. Haha. Donc voilà. Du coup, le test et l'article, pardon, est entièrement disponible encore, mais pas sur iFixit, mais sur archive.org, vous savez, ce site qui s'occupe d'archiver Internet. Donc vous allez pouvoir retrouver tout le test avec tout le détail du démontage, effectivement, et les avis d'iFixit dessus. Et puis voilà. Et la conclusion derrière tout ça, c'est que en plus de ce test-là, Rien ne sert de courir. Samsung a reporté à une date indéterminée pour l'instant la mise en vente de ce Galaxy Fold, le temps d'investiguer les problèmes d'écran. À mon avis, je pense qu'il va pas sortir. Ouais. Voilà. Ouais, c'est possible qu'ils soient reportés indéfiniment et que finalement ils ne sortent jamais. On l'avait prédit ces problèmes d'écran, mais sincèrement, je pensais pas que ça allait arriver si vite, quoi. Ah bah ça arrivait instantanément, 24 heures après la sortie quoi. Mais même pas sorti, c'est-à-dire que c'est les reviews copies. Enfin oui, 24 heures après la sortie de la boîte, c'est ça que je voulais dire. Oui, Le mec le reçoit, les appareils de test et déjà, Bam. plus de défauts, quoi. C'était vraiment... Ouais, Voilà. c'est assez faux. Bon, enfin bref, prévisible. Ah. Alors, tu vois, justement, Wear OS est mort. Wear OS n'est pas mort, je ne Mais suis pas si, d'accord. mais non. si. Il va recevoir bientôt une mise à jour de Google, effectivement. Ils vont introduire un nouveau système de navigation, un nouveau principe dans les montres, qui est un ajout de tuiles. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Des tiles Swipe. avec un swipe vers la gauche. Dis donc. Alors, on avait déjà le swipe pour naviguer entre les différents watch face, effectivement, y compris la partie Google Wear Fit. OS, c'est ça. Voilà. Wear OS, il est ouf. Et ils vont rajouter maintenant des tiles, donc qui sont l'équivalent de widgets, des écrans widgets, qui sont pas que des watch face, qui vont pouvoir compléter les informations. Vous avez vu la météo, vous avez vu d'autres trucs, qui sont des trucs utiles que tu peux avoir sur ta montre. Donc c'est des widgets qui sont réordonnables, on va pouvoir les ordonnancer comme ça. Il va y avoir une panoplie qui va sortir avec la mise à jour. Par contre, ça va pas toucher toutes les montres. Hein, toutes les montres ne seront pas concernées. Il faudra à minima avoir un capteur cardiaque pour que ça soit... Ouais, c'est bon, moi normalement on devrait l'avoir. T'imagines, c'est juste la deuxième génération des montres Android, elle est toujours mise à jour avec toutes les versions Wear OS. Je pense qu'ils n'ont jamais autant maintenu un produit, un matos hardware chez eux, c'est incroyable. Donc voilà, donc c'est diffusé dans le courant du mois prochain, d'ici fin mai normalement, avec cette mise à jour. C'est une mise à jour de l'application. Voilà, donc vous savez l'application Wear qui va du coup être diffusée par le téléphone sur la montre pour. Ouais, c'est classique. Donc ils travaillent encore dessus, c'est surtout ça que je retiens, et ils cherchent des nouveaux principes de navigation dans l'ergonomie. Donc il y a toujours un travail derrière. Ça, plus les rachats des différents partenaires autour des constructions de montres, je pense qu'il y a quand même un travail qui Toi, tu penses qu'à la Google I.O. ils vont en parler là? Je pense, ouais. On parle de Stadia. Stadia, ils vont en parler. Et ils ont racheté, c'est la division de Fossil qu'ils avaient racheté. Ouais. Est-ce qu'ils vont en parler déjà? Je pense que parce que Fossil avait des montres assez avancées quand même, mais ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas sorti. Avec le nouveau chipset d'ailleurs. Avec le nouveau chipset, ouais, carrément. Mais ouais. Mais il est un peu décevant le chipset. Ils avaient annoncé une révolution incroyable et tu gagnais 30% d'autonomie quoi. Un peu nul. Oui, ou non, il y avait pas, c'était pas révolutionnaire, mais sur une montre. Ce sur quoi on les attend, c'est quand même ça quoi. Ouais. Bon. Enfin bref. Il y a l'équipe RGB qui n'a pas enlevé tout son décor. Pourquoi? Parce qu'il y a une manette Super Nintendo, elle est toujours là. Elle est toujours là. La manette N64, pardon. Ouais. Elle a toujours été là. Non, il y a une NES en haut là, au-dessus de moi. Ah oui. Bien vu. Exactement, la NES, elle n'a pas été enlevée. Putain, on n'avait pas vu celle-là. Mais c'est pas grave. Quelle vision. Ah ouais, très bien. Merci Nico Poppy. Ah, on va parler de Game of Thrones, l'épisode numéro 3 de la saison 8 qui a été diffusé. Mais promis, il n'y aura pas de spoil dedans. Oh. Il y a eu une petite pluie de gens qui ont râlé sur cet épisode. Épisode intitulé The Long Night, qui se passe évidemment la nuit. Et il y a eu, donc du coup je vais intituler ça l'artiste versus le streaming. Puisque l'épisode est particulièrement sombre. Et une fois que tu as passé ça dans le tuyau de la compression de chez HBO et du streaming chez toi et des télés qui sont pas forcément toutes les mêmes, tu te rends compte que tu as une image bien dégueulasse chez toi, voire pas réellement exploitable. Moi non plus. Bizarrement. Alors, non, il a fallu quand même que je change un petit réglage. Ah, moi rien du tout. Ouais, enfin, moi j'étais en mode plutôt doux niveau couleur et pas en mode patate, je suis passé en mode dynamique. Et là super nickel. Non, il faisait pas jour, mais tu voyais un taux de contraste beaucoup plus élevé. Après, moi, je me mets en condition. Quand je regarde l'épisode, en général, comme je sais que c'est toujours sombre, je ferme les volets chez moi. Oui, non, mais c'est... voilà. Et après, je touche rien à ma télé, j'ai modifié aucun réglage. On va y venir. J'ai baissé les trucs et je les regarde dans des conditions, de bonnes conditions, quoi.
Donc cet épisode particulièrement sombre, donc il y a toute une scène de bataille. Donc là, tu vois qu'il y a un taux de contraste assez élevé. Ce spoil. Il n'y a pas de spoil, il n'y a rien. Non. Il y a donc on voit la nuit quand même derrière tout ça. Là, on voit quand même qu'il y a C'est un un peu assez le de jour. contraste. Ouais, on voit quand même un peu le jour, mais il faut savoir que ça rend vraiment pas du tout pareil suivant les écrans et suivant le flux de streaming par lequel ça va passer. Alors, il faut savoir que du coup, la compression vidéo est très importante pour les plateformes de streaming puisque c'est ce qui permet de minimiser la bande passante pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir regarder cet épisode-là. Ah oui. Game of Thrones, c'est parmi une des séries qui est les plus regardées. En plus d'être les plus téléchargées, c'est aussi les plus regardées. Donc ils ont vraiment besoin d'avoir des Avec tuyaux des assez gros trucs pour de passer tout ça. troll, Ouais. genre les 4 meilleurs moments de l'épisode et tu Ouais. vois 4 fonds tout Quatre noirs. Voilà. Donc c'est quand même, c'est vrai que c'est assez sombre, c'est assez violent, et j'ai comparé avec une vision sur un écran d'ordinateur et une télé OLED du coup avec un contraste assez élevé, et c'est vrai qu'on voit vraiment la différence. Et donc derrière il y a eu un tollé par rapport à HBO, par rapport aux gens qui ont créé qui ont filmé en fait, puisque c'est un vrai choix artistique et cinématographique, qui eux disent mais non, on soutient ça, c'était vraiment notre but, c'est une scène qui se passe dans la nuit, on voulait vraiment avoir ce côté sombre et un taux de Ouais. contraste sur certains trucs, il y a des scènes avec des flammes et tout ça, fallait vraiment qu'on puisse voir ça comme ça, donc c'est vraiment un choix. Sauf qu'ils n'ont pas anticipé qu'une fois passé dans les tuyaux du streaming, ça allait rendre dégueulasse à l'écran. Ça, plus le fait que tout le monde Ouais, parce que les algos de n'est pas compression, égaux. Ouais, quand t'as 2 niveaux de noir à peu près identiques, ils font un noir. c'est un peu ça. Par proximité, ils font aller, c'est une zone toute Une zone noire, toute ce noire, gros pâté là. voilà. Non mais là, c'était un peu moins noir, c'était important, et voilà, donc ça passe un peu dans le hachoir, quelque part, de la compression. En plus de ça, il faut savoir que toutes les plateformes de streaming ne sont pas égales. Face à la compression, face en fait au taux de compression et au type de compression utilisé, puis il n'y a pas que ça. Et HBO, ils sont parmi les moins terribles, c'est pas exceptionnel leur Ouais. compression. Dans le haut du panier, on va retrouver Amazon et Apple, évidemment, qui met en avant la qualité, où la compression est plutôt bonne. Voilà. Ouais, la compression est vachement bonne chez Amazon. Derrière, il y a eu des tollés aussi. Il y a eu des articles, ça m'a fait marrer. Il y a eu des sites qui ont sorti des articles qui te disent comment regarder l'épisode dans de bonnes conditions. Et après, comment régler ta télé pour bien regarder l'épisode de Game of Thrones machin. Tu imagines en fait l'ampleur du phénomène. C'est assez incroyable. Voilà. Donc oui, t'as des trucs qui te disaient il faut déteindre les lumières, mettez-vous dans le sombre. Si vous avez une télé OLED, si vous n'avez pas une télé OLED, allez acheter une télé OLED, booster le contraste, tout ça machin. Enfin, un truc de malade. Ce qui m'a fait marrer, c'est les gens qui se sont tiraillés entre le côté artistique, le côté streaming, et vous avez pas la bonne télé, tu vois, c'est un peu ça derrière. Donc tu as des scènes, tu vois, comme ça, où là, tu vois, sur la télé ici qu'on a, ça passe plutôt bien. Tout à l'heure, quand je l'ai regardé chez moi sur un écran d'ordi où tu as un peu le contraste un peu baissé, tu vois pas grand-chose. Tu vois pas grand-chose. Et faites l'essai, vous allez voir Moi, je voyais très bien. sur une image statique. Voilà. Oui, on sait que tu as une bonne télé. Sinon, ce qu'ils disent, c'est si tu voulais pas voir la vidéo compressée avec le truc bien dégueulasse, mais attendez la sortie en Blu-ray, évidemment. LOL. Voilà. Mais il y a un vrai problème derrière ça, c'est que les personnes du coup qui ont créé ça n'ont pas anticipé la plateforme de streaming. Non. Donc ils ont fait une vision artistique mais qui passe pas. Donc tu as une incompatibilité sur ce truc. Mais c'est là où tu as la limite technique, quoi. Mais la limite technique, c'est pas la limite technique à laquelle on s'attendait. Ouais. C'est pas une limite sur les effets spéciaux, machin. Non. C'est vraiment une limite sur la compression, quoi. Stevie Wonder n'a pas touché les réglages de sa télé, il paraît, hein, Lionel, effectivement. Donc voilà. Allez, on enchaîne rapidement. On revient dans des montres. Ouais. Mais des montres de sportifs cette fois, parce qu'on va parler de Garmin, qui rafraîchit toute sa gamme Forerunner, qui, comme son nom l'indique, elle est pour les gens qui courent. Voilà, donc ils ont retrouvé, donc il y a 3 modèles dans la gamme, hein. Il y a le modèle 45, 245 et 945. Ouais, ils ont fait une grosse mise à jour. Entrée, milieu de gamme et très haut de gamme quand même, malgré tout. 45-45S, donc ils ont rajouté un boîtier rond qui n'était pas là, et les nouvelles fonctions de tracking qui sont plutôt issues du milieu de gamme. Je le passe rapidement, c'est parmi les moins intéressantes. C'est bien si tu veux commencer à te mettre dans une montre de tracking pour la course, c'est une bonne petite montre d'entrée de gamme. Le modèle qui fait fureur, c'est le modèle milieu de gamme, le 245, qui est la succession du modèle 235, qui est celle qui s'est parmi les plus vendues, celle que Sophie a d'ailleurs chez moi. Donc voilà, donc, à gauche 235, à droite vous avez la 245, qui a quand même un look un peu plus de montre. Oui. C'est un peu moins gadget, montre électrique, électronique, un peu moche. Là on est vraiment dans de la montre un peu plus portable en fait au quotidien, je veux dire. Donc au niveau des fonctionnalités, donc il y a 2 versions, 245, 245 musique. La différence c'est que la musique va pouvoir stocker 500 morceaux de musique localement dans la montre. Et je pense que c'est la vraie grosse fonction supplémentaire qui est intéressante. Après il y a des capteurs supplémentaires autour du niveau de stress, pas mal. Capteur du sommeil. Et des trucs intéressants par contre qui est l'oxymètre. Ils ont rajouté un oxymètre qui va permettre de mesurer le taux de saturation,
qui est en gros le taux d'oxygène dans votre sang. Ouais. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, avec ça, ils vont pouvoir agrémenter l'analyse qu'ils vont faire de votre condition et également de vous proposer des entraînements plus personnalisés autour de ça. Ouais, et j'ai vu que tu l'as pas noté, mais ils ont mis à jour aussi leur application au passage pour les femmes, pour qu'elles puissent suivre leur cycle menstruel. Voilà. Ah, très bien ça. J'avais pas noté, effectivement, je l'ai pas vu. Là, voilà, donc elle va sortir en blanche et tout machin, c'est la fête. Elle est plutôt jolie. Franchement, par rapport... Autant la 235, je trouvais ça... Enfin, fallait vraiment avoir envie d'une montre connectée pour courir. Et au quotidien, ça faisait pas super. J'en ai pas mal qui l'ont autour de moi, n'empêche, la 235. Là, la 245, elle est quand même plus jolie. Ça fait vraiment plus montre que tu peux porter. Ce qui est intéressant, c'est les autonomies monstrueuses sur ces machines. 945 pour faire vite. Alors, la fonction en plus, elle a le Garmin Pay, donc la fonction de paiement sans contact par la montre. Voilà, 2 chez Garmin, c'est maison. Une navigation par une carte couleur sur la montre également, et puis un niveau de stats au niveau de l'entraînement et des propositions d'entraînement personnalisées qui sont beaucoup plus élevées. Voilà. Ouais. Les trucs intéressants de ces montres-là par rapport aux autres montres intelligentes, c'est effectivement l'autonomie, puisqu'on a 2 semaines d'autonomie en version montre uniquement, 36 heures en mode GPS et 10 heures quand tu as GPS plus musique. Il faut savoir que la fonction musique, c'est vraiment quelque chose qui est attendu. Et quand j'en ai parlé avec Sophie chez moi, elle m'a dit c'est vraiment la fonction qui, elle, la ferait changer. Parce qu'actuellement, pour partir courir, elle prend la montre pour ça. Elle a le téléphone pour avoir juste la musique. Et c'est pénible, le téléphone, le brassard qui prend du poids, qui glisse, qui machin, tout ça, c'est pénible. Si elle avait la montre avec juste la partie... moi, depuis l'Apple Watch, même génération d'avant, ou même la Stratos, le Amazfit Stratos... J'avais la musique au poignet, je me posais pas de questions. 36 heures d'autonomie avec le GPS non-stop activé. Non-stop actif, oh. C'est énorme, hein, avec un GPS actif non-stop. 10 heures en GPS plus zig, donc ça veut dire que tu es en mode course. 10 heures de course, t'es pas mal. Voilà, et 2 semaines en mode autonomie. Moi, pour avoir l'usage qu'on a à la maison, franchement, la recharge, c'est minimum 1 semaine d'autonomie, avec 3 courses par semaine. Tu vois, donc avec du GPS au milieu. Voilà. La version 45 sera disponible d'ici fin mai. Les deux autres versions, 245 et 945, sont disponibles dès à présent sur le site de Garmin. Un petit peu partout. Voilà. Allez, on va parler de 2 news pour finir autour de l'IA. Et on va zapper celle-là. Ok. Hop, on va parler de OpenAI qui a sorti un nouveau concept. Vous savez, c'est ce consortium qui s'est regroupé autour de la création et la recherche autour de l'intelligence artificielle. Ils ont créé un système qui s'appelle le MuseNet, qui est en gros un réseau neuronal d'apprentissage profond qui a appris à créer des morceaux de musique. Wow. Voilà. Après la création de nouvelles images, après les nouvelles peintures, les nouveaux visages et tout ça. Musique, hein. On a déjà eu des IA qui ont fait ça. Mais... Là c'est assez poussé. Ouais. Alors, comment ils ont créé cette image-là? Bon, t'as le logo pour faire style, c'est des images, c'est des ondes et tout ça, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est les portées musicales, tu vois, avec les notes qui sont positionnées dessus, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, un beau fond d'écran pour un téléphone, capturé. C'est pas mal, je vous l'enverrai. Donc, ils ont analysé en fait un paquet de fichiers MIDI, donc c'est des fichiers électroniques dans lesquels on va retrouver la musique, mais décrite comme si vous avez une partition. Donc, il va te dire, voilà, c'est tel instrument, tel niveau de volume, telle hauteur de note, telle durée. Voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement compréhensible par un algorithme et très détaillé. On n'a pas besoin. C'est un standard qui est très ancien. Tous les musiciens en fait et tous les studios travaillent sur ces standards-là, donc c'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Et surtout c'est parfaitement compréhensible puisque c'est des données informatiques au final derrière ça. Il n'y a pas un système d'écoute, d'enregistrement à avoir et puis d'analyse en fait de l'audio. On est vraiment sur des données numériques derrière. Donc ils ont analysé une tripotée de fichiers MIDI qui ont été fournis par une base de données autour de ces musiques-là, donc des musiques écrites des morceaux de musique écrits dans le format MIDI. Et derrière, ils ont classifié ça dans différents styles, du jazz, du classique, du pop, du africain, etc. Et derrière, ce réseau neuronal, maintenant, il a compris ces principes-là, il est capable de générer de nouveaux morceaux, complètement nouveaux, effectivement, en s'inspirant de tous ces morceaux qu'il a pu écouter, à partir de différents critères que tu peux lui rentrer. Tu vas dire, je veux tel style, mais dans tel milieu, tel truc. Tu peux mixer, en fait, différents trucs. Tel niveau de style et tout ça, et te crée un morceau dans cet univers-là. C'est un peu plus pop. Tu peux mixer Alors, j'avais vu des exemples où tu mixais du jazz dans un univers Harry Potter, par exemple. Ça te sortait un truc un peu... Ouais, tu peux faire des trucs originaux comme ça, voilà. Ils arrivent à faire des trucs assez intéressants. Pour la musique de la boucle sur Twitch, exactement, Nico. Mais j'ai pensé à la même chose. Du coup, ça te fait des musiques à peu près libres de droit. Mais du coup, si ça c'est fait... Elle n'a pas de droit à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est réglé. T'as pas de droit. Donc ils sont capables de générer avec ça 4 minutes de musique non-stop, avec dedans 10 instruments. Voilà. Donc tu sélectionnes 10 instruments parmi une panoplie beaucoup plus large, et ils vont te générer un morceau de 4 minutes. Sachant que derrière, il y a des trucs qui sont vraiment pas simples. Si tu vas pas générer juste des morceaux de musique, c'est que tu vas générer une musique dans son entièreté. C'est-à-dire que tu vas générer
un refrain, des Ouais, tout à fait. couplets, un début, une fin, etc. Et surtout une continuité dans le style, dans la durée. Et c'était vraiment là la complexité qu'ils avaient eue dans la conception en fait de tout ce réseau Pas mal. neuronal pour être capable de construire quelque chose dans la durée. Voilà. Donc, ils se sont inspirés en fait de choses dont on a déjà beaucoup parlé autour d'algorithmes, autour du GPT par exemple. Haha. Du GPT-2. Mais oui, GPT-2, celui-là, c'est le retour. C'est le retour. Qui était en gros le principe d'un algorithme qui, à partir d'un début de séquence, te proposait la suite. La suite, ouais. Ils avaient fait ça au début avec du texte, puisqu'ils avaient été capables de générer des textes, des romans, des discours, etc., qui avaient du sens, à partir d'un début Quand de tu mot. vois le clavier automatique qui fait n'importe quoi, parce qu'on sélectionne les mots. Voilà. Ils avaient fait ça aussi avec de l'audio. Donc un discours audio que tu commençais, mais ils pouvaient le compléter. Mais là, ils ont franchi cette étape suivante Ouais, avec ce dans même la principe musique, d'algorithme dans des morceaux de musique. Ils Voilà. pourraient mettre des paroles, hein, Boukani. Ils pourraient mettre des Bientôt. paroles. Exactement. Donc c'est sur MuseNet. Alors vous allez voir sur openai.com et vous avez MuseNet derrière. Vous allez pouvoir jouer avec. Il y a un site sur lequel vous allez pouvoir aller tester ces différentes plateformes-là. Il y a des morceaux directement mis en exemple. C'est-à-dire que vous allez juste pouvoir cliquer sur Play pour avoir à l'écoute ces morceaux-là. C'est intéressant. Il y a des trucs assez bizarres. Les goûts musicaux de l'IA, c'est un peu particulier. Mais c'est vraiment intéressant d'arriver à faire des trucs comme ça, je trouve. Yeah. Après, où est le droit, où est la compliqué. créativité, où est tout ça, c'est toujours les mêmes problématiques qui vont se passer derrière. Bon, allez, Allez, news. On conclut sur l'IA, encore une fois, on va parler de cap d'invisibilité. Alors c'est un petit rappel d'un bit qu'on avait fait, épisode numéro 112 déjà, donc il y a 5 numéros, intitulé La balle de baseball ou la baleine. Et en fait c'est le même principe, c'est des chercheurs qui ont travaillé à créer un système de patch pour venir en fait se camoufler dans une image. Alors il y a beaucoup d'analyses d'images qui sont faites actuellement autour de la détection de visage. On connaît Google et Facebook qui font ça dans leurs algos, notamment Facebook pour faire le système d'auto-tag, donc pour auto-détecter une personne dans une image et la taguer, la proposer, en tout cas en tant que tag dedans. Et il y a aussi ça qui est en train d'apparaître dans les caméras de surveillance, notamment sur la voie publique. En Chine, ils font ça énormément. Donc ils capturent l'ensemble des personnes qui passent et ils reconnaissent qui c'est, et du coup ils font du tracking par rapport à ça. Du coup, il y a toute une question de vie privée qui se situe autour de ça, et du coup des chercheurs qui se disent comment on pourrait, face à la mesure, faire une contre-mesure et du coup se camoufler par rapport à la reconnaissance. Voilà. Donc ils ont développé un système de patch. Donc là tu vois un système de détection avec donc des box qui vont détourer les différentes personnes. Tu dis là il y a une personne, il y a une personne. Et donc tu vois ils ont un petit cadre au milieu qui va, si tu le tiens au milieu de l'image, va te camoufler. Donc à partir de ça, l'algorithme de reconnaissance ne va pas être capable de détecter que tu es une personne au milieu. Du coup il va pas lancer la détection du visage qui vient avec, etc. Voilà. Et on avait parlé dans l'épisode précédent où on disait si on rajoute un petit artefact dans une image, mais ça change complètement la manière dont l'algorithme va détecter le contenu et va se dire c'est tel type c'est telle classe d'objet ou pas. Tu vois comment passer inaperçu d'un système de surveillance. Alors effectivement, pour que ça marche, il faut que tu puisses être capable de comprendre, de connaître l'algorithme qui est derrière, puisque ça va dépendre effectivement de l'algo qui va avec. Mais ça marche plutôt bien dans leur système là. Donc là l'image a été conçue, l'image qu'ils ont mise au milieu, c'est pas un truc qu'ils ont pioché au hasard au milieu, c'est qu'ils ont vraiment conçu ça pour que ça fonctionne complètement dans l'algorithme. Et ça s'appelle un adversarial patch. Voilà. Adversarial patch, pardon. Voilà. Et en même temps, il y a d'autres gens qui avaient travaillé ça, plutôt côté artistique, à créer des t-shirts qui vont venir leurrer tous ces systèmes de reconnaissance. Alors là, les t-shirts ils sont un peu dégueulasses, mais en gros, c'est des t-shirts qui incluaient déjà d'autres visages qui vont venir camoufler en fait des personnes. Parce que c'est là d'autres visages. Donc en fait, Barack Obama ou Michael Jackson. C'est ça. Après, une batte de baseball ou une baleine. C'est ça. Là, c'est un peu dégueulasse. Et t'avais ça aussi, qui masquait un peu ça. Donc ça, c'était pas terrible. Par contre, là, on est vraiment sur... là, on était plutôt, tu vois, sur inclure des faux visages, en fait. Dire, planter l'algorithme. Là, on est vraiment sur... On va introduire quelque chose qui va modifier le comportement de l'algorithme. Et il va plus savoir. Mais voilà, et dans un côté plus artistique. Et ils imaginent derrière ça créer des pendentifs carrément, ou des t-shirts qui vont inclure un motif devant, qui va rendre ça complètement transparent, on va dire, pour toi. Tu peux être obligé de trimballer avec ton cadre devant pour te rendre invisible face à la reconnaissance d'image. Voilà, donc je trouve ça intéressant. Merveilleux. Et voilà. Allez. Et on a fini pour cet épisode. Yep. Merci à vous. Alors attends, je vais corriger les comptes Twitter pendant ce temps-là. Ah merde, attends, je te fais, j'ai un clavier. Ah oui, ok, bon. Si pour nous retrouver, hop, ça se passe sur Twitter et c'est ici. Voilà. Chris Kamika, c'est Cédric Bonnet, dans l'ordre. Exactement, c'est merveilleux. StudioRenegade.fr pour voir un peu la suite du programme et ainsi de suite. Tout ce qu'on fait, découvrir de nouvelles émissions et tout ça, entre autres RGB que tu animes.
émission sur le rétro gaming avec Charlie. On a fait un et marathon Rako. RGB là. C'est vrai que là, il y en a eu pas semaine. mal. Si vous êtes fan de rétro gaming, vous pouvez aller voir, c'est très intéressant. Allez-y. Et puis sinon, vous avez possibilité de nous soutenir via Tipeee, tipeee.com/studiorenegade, c'est important. Ça nous aide à payer tout simplement le loyer du studio, entre autres choses, et le renouvellement des équipements, puisque là, on va bientôt renouveler le PC, puisqu'il nous fait des misères avec ses ports USB qui commencent à devenir défaillants. Et voilà. On a Et eu le ça pose souci de quelques RGB petits la soucis. semaine dernière. Voilà, exactement. On a beaucoup de choses branchées en USB et du coup. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et les caméras aussi, donc du coup, ça tire un peu dessus. Voilà. Et ce PC-là, ne vous inquiétez pas, ne sera pas jeté à la poubelle. Hein. Il servira de machine de streaming, mais que pour le jeu vidéo. Voilà. Recyclage. Exactement. Sur ce, merci donc d'avoir suivi ce Beats. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine, je sais pas, il faudra regarder. Mais sur renegade.fr, vous allez voir, vous il y a avez l'agenda, tout ça, vous verrez s'il y a un Beats ou pas. Et en tout cas, il y aura les conférences high-tech, Build et Google I.O. La semaine prochaine. Carrément. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour la matinale. Si vous êtes, si vous voulez suivre l'actu aussi high-tech et tout ça, on à 8h. Tous les flux dès 8h le matin. Voilà. Allez, sur ce, ciao ciao. Ciao ciao.